Et si je vous disais qu'en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, des milliers de Français bradent des SUV parfaitement fiables pour une bouchée de pain, simplement parce que le marché leur fait peur. On parle de véhicules que les mécanos achètent pour eux-mêmes, des machines dont les moteurs tournent encore à 300 000 bornes sans broncher, et pourtant, les gens les lâchent à des prix qui frisent l'absurde. Aujourd'hui, j'ouvre le coffre-fort. 3 SUV que personne ne veut, et c'est exactement pour ça que vous devriez foncer. Avant de commencer, il faut que vous compreniez un truc fondamental sur le marché de l'occasion en France en 2025. Le rapport de force s'est complètement inversé. Pendant des années, c'était le vendeur qui dictait sa loi. Vous vous souvenez des prix délirants post-Covid ? Un Peugeot 3008 de 2018 vendu au prix du neuf, des Clio 4 à 15 000 € avec 120 000 bornes au compteur, c'était du grand n'importe quoi. Eh bien, c'est terminé. L'offre dépasse la demande, les stocks de véhicules d'occasion explosent, les retours de leasing inondent le marché et les prix dégringolent. On parle d'une baisse moyenne de 8% sur un an. 8%. Sur un SUV à 12 000 €, ça vous fait quasiment 1 000 € de moins dans la poche du vendeur, 1 000 € de plus dans la vôtre. C'est mathématique. Et par-dessus ce phénomène général, il y a un accélérateur que personne n'ose vous expliquer clairement. Les zones à faibles émissions. Les fameuses ZFE. 21 agglomérations françaises, et ça continue de grimper, interdisent progressivement les véhicules critère 3, c'est-à-dire les diesels immatriculés entre 2006 et 2010. Résultat, des propriétaires qui habitent Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg ou les communes autour de Paris se retrouvent avec un SUV en parfait état de marche qu'ils ne peuvent plus utiliser pour aller bosser. Alors ils paniquent. Ils mettent l'annonce sur Le Bon Coin un dimanche soir, ils fixent un prix bas pour que ça parte vite, et le lundi matin, quelqu'un de malin qui habite en zone rurale ou en périphérie récupère un véhicule qui vaut le double de ce qu'il a payé. C'est exactement là-dedans qu'on va plonger aujourd'hui, dans ces fenêtres d'opportunité que le marché crée quand la peur l'emporte sur la raison. Le premier SUV dont je veux vous parler, c'est celui qui a littéralement inventé le segment. Quand on dit SUV compact aujourd'hui, on pense Peugeot 3008, on pense Renault Kadjar, on pense Volkswagen Tiguan. Mais tout ça n'existerait pas sans lui. Le Nissan Qashqai première génération, produit de 2007 à 2013. Ce véhicule, c'est une révolution silencieuse. Avant son arrivée, vous aviez 2 choix si vous vouliez un peu de hauteur de caisse. Soit vous achetiez un vrai 4x4, genre Nissan X-Trail ou Toyota RAV4, des trucs lourds, hauts, qui consommaient 10 litres au 100 et qui se conduisaient, comme des tracteurs sur l'autoroute. Soit vous restiez dans votre berline compacte et vous acceptiez de racler le sol à chaque ralentisseur. Nissan a eu l'intelligence de comprendre que la majorité des gens n'avaient pas besoin d'un vrai tout-terrain. Ce qu'ils voulaient, c'était la position de conduite surélevée, le sentiment de sécurité, le coffre généreux, mais avec le confort et la consommation d'une voiture normale. Le Qashqai, c'est exactement ça. Un compromis génial posé sur la plateforme de la Renault Mégane, ce qui veut dire un comportement routier de voiture, pas de camion. Sous le capot, c'est là que les choses deviennent intéressantes pour les gens qui réfléchissent avec leur cerveau et pas avec leur ego. Le moteur que vous devez chercher, celui que les mécanos recommandent systématiquement, c'est le 1,5 DCI. Ce bloc, c'est le fameux K9K développé par Renault. On en a vendu des millions. Littéralement des millions. Ce qui veut dire que chaque garagiste de France, du petit indépendant au coin de la rue jusqu'au réseau Speedy, connaît ce moteur par cœur. Les pièces détachées coûtent 3 fois rien. Un kit de distribution sur Oscaro ou Mister Auto, vous en avez pour 80 à 150 € selon la marque que vous choisissez. Un embrayage complet, comptez entre 120 et 200 €. Un turbo d'échange standard, dans les 250 à 350 €. Comparez ça avec n'importe quel SUV moderne dont le moindre capteur coûte 400 € et dont le turbo à géométrie variable vous envoie une facture de 1 500 € sans la main-d'œuvre. Le calcul est vite fait. La consommation, parlons-en. En mixte, avec une conduite normale, pas celle du papy qui roule à 70 sur National et pas celle du gars pressé qui écrase tout sur l'autoroute, vous êtes aux alentours de 4,9 à 5,5 litres au 100 km en diesel. À 1,65 € le litre de gazole à la pompe Total ou Carrefour,
Ça vous fait un plein pour environ 55 € qui vous emmène à 800 km. Trouvez-moi un SUV neuf en leasing qui fait mieux. Je vous attends. Maintenant, il y a un piège à éviter absolument sur le Qashqai et c'est là que l'honnêteté entre en jeu. Le moteur 1,2 DIGT essence, celui qui est arrivé sur les versions, c'est une catastrophe mécanique. Ce petit bloc turbo-essence, le HR12 DDT pour les initiés, souffre de problèmes de consommation d'huile excessive, de chaînes de distribution qui s'étirent prématurément et, dans les cas les plus graves, de casse moteur pure et simple. Nissan a même été contraint de prolonger la garantie sur certains marchés tellement le problème était répandu. Si vous tombez sur un Qashqai avec ce moteur, même à 3 000 €, passez votre chemin. Ce n'est pas une bonne affaire, c'est une bombe à retardement. En revanche, le 1,6 DCI, le code moteur R9M, c'est un bloc costaud. 130 chevaux, du couple en bas du compte-tour, et une fiabilité qui n'a rien à envier au petit 1,5. Avec un peu de chance, vous tombez sur un exemplaire qui a été bien entretenu, avec le carnet à jour et les vidanges faites tous les 15 à 20 000 km. Et vous avez un moteur qui fera facilement 250 000 bornes. Le point de vigilance principal sur le Qashqai première génération, au-delà du 1,2 DIGT qu'on vient de rayer de la liste, c'est la vanne EGR. Cette pièce, présente sur tous les diesels, a tendance à s'encrasser, surtout si la voiture a fait beaucoup de petits trajets urbains. Les symptômes sont faciles à repérer. Le moteur perd en puissance, il fume noir à l'accélération, le voyant moteur s'allume et l'ordinateur de bord affiche un code d'erreur lié aux émissions. Le nettoyage coûte entre 100 et 200 € chez un garagiste, le remplacement complet dans les 300 à 400 € pièces et main-d'œuvre comprises. C'est embêtant, oui. Mais mettons les choses en perspective. Une vanne EGR à 400 € sur un SUV acheté 5 000 €, c'est 8% du prix d'achat. Sur un Peugeot 3008 neuf en LOA, à 450 € par mois, le premier entretien hors forfait chez le concessionnaire vous coûte autant. Sauf que vous, votre Qashqai, il est à vous. Pas à la banque, pas au loueur, pas au concessionnaire qui vous facture des pénalités au moindre impact de gravier sur le pare-brise. Les prix actuels sur le Bon Coin donnent le vertige. Des Qashqai 1,5 DCI de 2010 à 2011, avec 130 à 150 000 km, se trouvent entre 5 000 et 6 500 €. Les exemplaires de 2012 à 2013, mieux équipés, parfois avec la finition Tecna, qui inclut le cuir et le toit panoramique, tournent autour de 7 000 à 8 500 €. L'offre est pléthorique. Ce véhicule s'est vendu comme des petits pains en France pendant des années, il y en a partout. Ce qui signifie que vous pouvez vous permettre d'être difficile. Prenez votre temps, visitez 5 ou 6 exemplaires, négociez fermement. Un vendeur qui a son Qashqai en ligne depuis 3 semaines, sans offre sérieuse, acceptera facilement 500 à 800 € de moins que le prix affiché. Et si c'est un critère 3 dans une zone ZFE, vous avez un levier de négociation en béton armé. Le vendeur sait qu'il doit s'en séparer, vous savez qu'il le sait, tout le monde sait que tout le monde sait. Utilisez ça. D'ailleurs, si ce genre de contenu vous parle, si vous aimez qu'on vous donne les vraies informations sans filtre et sans partenariat douteux avec un concessionnaire, prenez 2 secondes pour vous abonner et laissez un commentaire en disant quel SUV vous avez acheté récemment ou lequel vous intéresse. Ça aide Tour Minute à grandir et surtout, ça permet de créer une vraie communauté de gens qui refusent de se faire plumer par le système. Maintenant, ce qui va suivre, c'est peut-être le secret le mieux gardé de l'automobile européenne. Un véhicule tellement sous-coté qu'il en devient presque insultant pour ses ingénieurs. Accrochez-vous, le Skoda Yeti. Rien que le nom fait sourire. Yeti, comme la créature mythologique qu'on n'a jamais vue. Et c'est presque symbolique, parce que ce SUV, malgré ses qualités exceptionnelles, reste invisible pour la majorité des acheteurs français. La raison ? Son design. Soyons honnêtes, le Yeti première version, celle d'avant le restylage de 2013, c'est un frigo sur roue. Des lignes carrées, un nez trapu, des phares ronds qui lui donnent un air de jouet Fisher-Price pour adultes. Dans un pays où l'on juge une voiture d'abord sur son physique, le Yeti partait avec un handicap de taille. Mais c'est justement ce rejet esthétique qui crée l'opportunité financière d'aujourd'hui. Parce que sous cette carrosserie polarisante,
il y a la mécanique du groupe Volkswagen. Et ça change absolument tout. Le Yeti partage sa plateforme avec la Volkswagen Golf 5 et l'Audi A3 de la même époque, la plateforme PQ35 pour les connaisseurs. Ce qui veut dire un châssis rigoureux, une tenue de route exemplaire, des trains roulants solides et une qualité de fabrication qui n'a rien à voir avec ce que proposaient les concurrents à ce prix-là à l'époque. Quand vous fermez la porte d'un Yeti, ça fait clac, pas clang. Quand vous passez les vitesses, le levier a la précision d'un mécanisme d'horlogerie. Les plastiques de l'habitacle vieillissent remarquablement bien, même après 10 ans et 200 000 km. Côté moteur, vous avez le choix, et c'est un choix de roi. En diesel, le 2,0 TDI, le fameux code moteur CFHC en 140 chevaux ou CBDB en 110 chevaux, c'est un bloc qui a fait ses preuves sur des millions de véhicules du groupe Volkswagen. Distribution par courroie crantée, intervalle de remplacement à 180 000 km ou tous les 6 ans selon le premier terme atteint, ce qui est déjà généreux comparé aux chaînes de distribution capricieuses de certains concurrents. Le couple est monstrueux pour un véhicule de ce gabarit. 320 Nm à 1750 tours minute en version 140 chevaux. Concrètement, ça signifie que vous doublez sur national sans rétrograder, que vous montez l'école alpin sans que le moteur hurle, et que vous tractez une petite remorque sans transpirer. La consommation tourne autour de 5,5 à 6,5 litres en mixte selon votre pied droit et le type de trajet. C'est correct pour un véhicule de cette taille et de cette puissance. En essence, le bloc à privilégier, c'est le 1,2 TSI de 105 chevaux, le code moteur CBZB. Oui, je sais, un 1,2 dans un SUV, ça fait sourire. Mais ce petit moteur turbo est étonnamment vif grâce à son injection directe et son turbo qui souffle dès les bas régimes. Pour un usage principalement urbain et périurbain, il fait le travail sans se plaindre. L'entretien est simple, les pièces sont économiques et surtout, c'est un moteur essence, donc pas de problème de critères pour les prochaines décennies. En revanche, si vous faites beaucoup d'autoroutes, optez pour le 1.4 TSI de 122 ou 150 chevaux, qui offrira un surplus de puissance appréciable lors des dépassements et des insertions. Le seul bloc que je vous déconseille formellement, c'est le 1.8 TSI des premières séries. Consommation d'huile excessive, chaîne de distribution fragile, c'est le même genre de problème que sur les Golf 5 GTI de la même époque. Pas un mauvais moteur en soi, mais son ratio fiabilité-coût n'est pas à la hauteur des autres options disponibles. L'habitabilité du Yeti. C'est là que le véhicule prend toute sa dimension. Malgré une longueur contenue de 4,22 mètres, soit à peine plus qu'une Clio 4, l'espace intérieur est royal. Les ingénieurs tchèques ont optimisé chaque centimètre cube. La banquette arrière coulisse sur 20 cm, ce qui vous permet d'ajuster le ratio espace passager-volume de coffre selon vos besoins. Les dossiers se rabattent individuellement en 3 parties. Une configuration asymétrique 40-20-40 qu'on ne trouvait quasiment jamais dans cette gamme de prix à l'époque. Le coffre fait 405 litres en configuration standard, extensible jusqu'à 1760 litres banquette rabattue. Pour un véhicule de cette taille, c'est tout simplement hallucinant. Vous pouvez y mettre un vélo sans démonter la roue avant. Essayez de faire ça dans un Peugeot 2008, vous allez rigoler. Et puis il y a le concept Simply Clever de Skoda. Ces petites astuces malignes disséminées partout dans le véhicule. Le grattoir à givre intégré dans la trappe à carburant, le parapluie rangé dans la portière, les crochets pour accrocher les sacs de course dans le coffre pour qu'ils ne se renversent pas, le double fond de coffre modulable. Ce sont des détails, oui, mais des détails qui montrent que les gens qui ont conçu ce véhicule l'ont pensé pour la vraie vie, pas pour un salon automobile. Et au quotidien, ça fait une différence énorme. Le talon d'Achille du Yeti, puisqu'il faut bien en parler, c'est la boîte DSG à double embrayage. Si vous trouvez un exemplaire équipé de la boîte automatique DSG7, la DQ200 à embrayage sec, soyez vigilants. Ce mécanisme, brillant sur le papier avec ses changements de rapport en quelques millisecondes, souffre dans la pratique de problèmes de mécatronique. Le module électronique qui pilote les embrayages peut lâcher, et la facture grimpe facilement à 1500 voire 2000 €. La solution ? Soit vous optez pour la boîte mécanique à 6 rapports, qui est d'une fiabilité absolue et d'un agrément de manœuvre exemplaire,
Soit, si vous tenez à l'automatique, vous vérifiez que la vidange de la boîte DSG a été faite tous les 60 000 km, comme le préconise Volkswagen. Un Yeti DSG bien entretenu peut faire des centaines de milliers de kilomètres sans souci. Un Yeti DSG dont la boîte n'a jamais été vidangée, c'est la loterie. Et la loterie en mécanique, c'est rarement une bonne idée. Les prix actuels du Yeti sur le marché français sont un scandale. Un scandale pour le vendeur, une aubaine pour l'acheteur. Des exemplaires en 2.0 TDI de 2012 à 2014, avec 100 à 140 000 km, se négocient entre 7 000 et 9 000 euros. Les versions essence 1.2 TSI, souvent avec moins de kilomètres car utilisées en second véhicule, descendent parfois à 6 000 euros pour des millésimes 2013 à 2015. Le Yeti a été arrêté en 2017 et remplacé par le Karoq, un véhicule plus consensuel visuellement, mais infiniment moins caractériel. Cet arrêt de production a eu un effet pervers sur la cote du Yeti. Dans l'esprit du grand public, un modèle arrêté est un modèle obsolète. Dans l'esprit d'un acheteur intelligent, un modèle arrêté, dont la mécanique est partagée avec des millions d'autres véhicules du groupe Volkswagen, c'est un cadeau. Les pièces continueront d'être disponibles pendant des décennies. Le savoir-faire des garagistes sur ces mécaniques est au plus haut. Et la cote a touché le plancher, ce qui signifie que votre Yeti ne se dépréciera quasiment plus. Vous l'achetez 7 000 euros aujourd'hui, vous le revendrez 5 500 dans 3 ans si vous le traitez correctement. Ça vous fait un coût de possession d'environ 40 euros par mois, hors entretien courant et carburant. Expliquez-moi comment un leasing à 350 euros par mois pour un Peugeot 2008 neuf, qui ne vous appartiendra jamais, est une meilleure affaire. J'attends encore. Ce qui va suivre maintenant, c'est le modèle qui m'a le plus surpris en préparant cette vidéo. Celui dont les retours de mécaniciens sont unanimes, sans la moindre réserve. Si vous cherchez le SUV d'occasion le plus intelligent du marché en ce moment, ouvrez grand vos oreilles. Le Mazda CX-5. Quand on prononce ce nom en France, la réaction la plus fréquente, c'est un haussement de sourcils perplexe suivi d'un « Mazda, c'est encore fiable ça ?» Et cette question révèle tout le problème. Mazda est victime de sa propre discrétion sur le marché français. Pas de publicité agressive à la télé, pas de réseau de concessions aussi dense que Peugeot ou Renault, pas de communication de masse. Du coup, dans l'esprit collectif, Mazda reste ce constructeur un peu exotique qui faisait des petites voitures dans les années 90. C'est une erreur monumentale d'appréciation. Mazda, aujourd'hui, c'est l'un des constructeurs les plus fiables de la planète. Et le CX-5, c'est son chef-d'œuvre. Commençons par ce qui rend ce véhicule unique dans le paysage automobile actuel. La technologie Skyactiv. Derrière ce nom marketing se cache une philosophie d'ingénierie radicalement différente de ce que font tous les autres constructeurs. Là où tout le monde a misé sur le downsizing, c'est-à-dire des moteurs de plus en plus petits avec des turbos de plus en plus gros pour compenser, Mazda a fait le choix inverse. Pas de turbo sur les motorisations essence Skyactiv G. Pas de turbo. Un moteur atmosphérique avec un taux de compression de 13 pour 1, ce qui est astronomiquement élevé pour un moteur essence. Normalement, c'est le territoire des diesels. Qu'est-ce que ça implique concrètement ? Une combustion plus complète du mélange air-carburant, donc une meilleure efficacité thermodynamique, donc plus de puissance extraite de chaque goutte d'essence, donc une consommation moindre et des émissions réduites. Tout ça sans l'ajout d'un turbocompresseur, cette pièce mécanique qui tourne à des centaines de milliers de tours par minute, qui est soumise à des températures extrêmes et qui constitue l'une des premières sources de panne coûteuses sur les véhicules modernes. L'absence de turbo, c'est le cadeau caché du CX-5. Un turbo, ça coûte entre 800 et 2000 euros à remplacer selon le modèle, plus 400 à 800 euros de main-d'œuvre. C'est une pièce d'usure au même titre qu'un embrayage, sauf que personne ne vous le dit au moment de l'achat. Sur un CX-5 Skyactiv G, ce poste de dépense n'existe tout simplement pas. L'intercooleur qui refroidit l'air comprimé par le turbo, absent. La wastegate ou la soupape de décharge, absente. Les durites d'huile et de refroidissement spécifiques au turbo, absente. Chaque composant qui n'existe pas est un composant qui ne peut pas tomber en panne. C'est la fiabilité par la soustraction, et c'est un concept que l'industrie automobile a complètement oublié dans sa course à la complexité. Le moteur essence Skyactiv G 2.0 de 165 chevaux, code moteur PEVPS, est une merveille d'ingénierie par sa simplicité.
Distribution par chaîne, ce qui élimine le remplacement périodique de la courroie de distribution, un poste qui coûte entre 400 et 800 € tous les 100 à 150 000 km sur la plupart des concurrents. La chaîne du Skyactiv est dimensionnée pour durer la vie du moteur. Les injecteurs sont fiables et ne souffrent pas des problèmes d'encrassement qu'on retrouve sur les moteurs à injection directe turbocompressés de certains constructeurs allemands. Le circuit de refroidissement est surdimensionné, ce qui protège le moteur, même en cas de conduite sportive prolongée ou de remorquage. La segmentation des pistons est travaillée pour minimiser la consommation d'huile, un problème endémique chez beaucoup de constructeurs aujourd'hui. Résultat, avec un entretien basique, vidange tous les 15 000 km avec une huile de qualité, remplacement des bougies tous les 60 000 km, vérification du liquide de refroidissement et du liquide de frein aux intervalles prescrits, ce moteur dépasse allègrement les 300 000 km. Les mécaniciens qui travaillent sur Mazda sont unanimes. C'est l'un des moteurs les plus propres qu'ils voient à l'ouverture. Pas de calamine, pas de dépôt, pas de crasse. Juste un moteur qui fait son travail en silence. En diesel, le Skyactiv D 2,2 de 150 ou 175 chevaux est tout aussi impressionnant. Le code moteur SHVPTS utilise un taux de compression extrêmement bas pour un diesel, 14 pour 1, là où la plupart des concurrents sont à 16 pour 1 ou 17 pour 1. Pourquoi c'est important ? Parce qu'un taux de compression plus bas signifie des pressions dans le cylindre plus faibles, donc moins de contraintes mécaniques sur le bloc, les pistons, le bielle et le vilebrequin. Le moteur travaille moins dur pour produire la même puissance. Les températures de combustion sont plus basses, ce qui réduit la formation d'oxyde d'azote et donc la sollicitation du système de dépollution. Le filtre à particules s'encrasse moins vite, les régénérations sont moins fréquentes. C'est un cercle vertueux mécanique que Mazda a parfaitement calibré. La conduite du CX-5, c'est le domaine où il écrase littéralement toute la concurrence dans sa catégorie de prix d'occasion. Mazda a une obsession pour ce qu'ils appellent le Jinba Ittai, un concept japonais qui signifie cavalier et cheval ne font qu'un. En termes automobiles, ça se traduit par une direction d'une précision chirurgicale, un châssis qui communique en permanence avec le conducteur, et une suspension qui absorbe les imperfections de la route sans jamais devenir molle ou imprécise. Quand vous prenez un rond-point un peu vite dans un CX-5, le train avant accroche comme s'il était sur des rails. Quand vous freinez en urgence, le véhicule ralentit droit, sans déviation, avec une progressivité de pédale exemplaire. Quand vous enchaînez les virages sur une départementale sinueuse, vous oubliez que vous êtes dans un SUV. C'est bluffant. J'ai lu des essais de journalistes auto qui mettent le CX-5 au-dessus du BMW X1 et de l'Audi Q3 en termes d'agrément de conduite pure. Certains parlent du meilleur compromis confort-dynamisme du segment. Et la bonne nouvelle, c'est que cette excellence de conduite est identique que vous achetiez un CX-5 neuf à 35 000 € ou un CX-5 d'occasion à 12 000 €. Le châssis ne se dégrade pas avec l'âge. Les cils en bloc de suspension peuvent se fatiguer, certes, mais leur remplacement coûte une fraction de ce que facture un concessionnaire premium pour la même opération sur un Q3. Le design du CX-5 vieillit remarquablement bien, et ce n'est pas un hasard. Mazda utilise le langage stylistique Kodo, inspiré par le mouvement et l'énergie de la nature. En pratique, ça donne des lignes tendues, fluides, sans fioritures ni artifice. Pas de nervures excessives, pas de calandre surdimensionné, pas de faux extracteurs en plastique chromé. Juste des surfaces propres qui jouent avec la lumière. Un CX-5 de 2017 à 2018 garé à côté d'un SUV neuf de 2025 n'a pas l'air daté. Il a l'air intemporel. Et ça, pour un véhicule d'occasion, c'est un avantage psychologique considérable. Personne ne saura que vous avez payé votre SUV 12 000 € au lieu de 40 000. Le point de vigilance sur le CX-5, c'est le frein à main électrique sur les versions d'après 2017 et certains détails d'équipement électronique. Le système multimédia des premières générations est daté, avec un écran de 7 pouces peu réactif et un système de navigation qui fait pâle figure face à un simple téléphone avec Google Maps. Mais honnêtement, pour un véhicule d'occasion à ce prix, c'est un détail cosmétique, pas un problème mécanique. Un support téléphone à 15 € et une connexion Bluetooth règlent le problème en 30 secondes. L'autre point à surveiller, c'est l'embrayage sur les versions manuelles à fort kilométrage. Le CX-5 2,2 diesel de 175 chevaux
avec la boîte manuelle 6 vitesses, sollicite pas mal l'embrayage, surtout si le précédent propriétaire avait le pied gauche un peu lourd. Un embrayage complet avec volant moteur comptait entre 800 et 1200 euros, pièces et main-d'œuvre. C'est une somme, mais encore une fois, mettez ça en perspective. Vous avez acheté le véhicule 12 000 euros, vous ajoutez 1200 euros d'embrayage, vous êtes à 13 200 euros pour un SUV qui en valait 35 009 et qui roulera encore 150. 0 borne, sans problème. La même somme de 13 200 euros en leasing, c'est 37 mois de LOA sur un Dacia Duster. Un véhicule qui ne vous appartiendra jamais et dont la valeur résiduelle enrichira le loueur, pas vous. Prenons un instant pour parler du marché d'occasion du C10.5 en France en ce moment. Les prix sont en train de devenir très intéressants. Les modèles de première génération, 2012 à 2017, avec le 2.0 Skyactiv G essence de 165 chevaux, se trouvent entre 10 000 et 13 000 euros pour des exemplaires de 80 à 120 000 km. Les versions diesel 2.2 Skyactiv D de 150 chevaux, un peu plus recherchées pour leur agrément et leur consommation réduite sur autoroute, oscillent entre 11 000 et 15 000 euros pour les mêmes kilométrages. La deuxième génération, restylée en 2017 avec un intérieur nettement plus qualitatif et une insonorisation améliorée, commence à arriver dans des fourchettes de prix accessibles, comptées entre 15 000 et 18 000 euros pour un exemplaire de 2018 avec 80 à 100 000 km. C'est plus cher que le Qashqai et le Yeti évidemment, mais le produit est d'un autre calibre. C'est un peu comme comparer un costume sur mesure à un costume de prêt-à-porter. Les deux font de travail, mais le premier vous fera vous sentir différemment chaque matin en l'enfilant. La disponibilité est bonne, mais pas aussi pléthorique que pour le Qashqai, tout simplement parce que Mazda vend moins en France. Ce qui a un avantage collatéral. Les propriétaires de Mazda sont généralement des gens qui ont fait une démarche active pour acheter cette marque. Ils ne sont pas tombés dessus par hasard au coin de la rue. Ce sont souvent des passionnés d'automobile, des gens qui entretiennent leur véhicule correctement, qui font les révisions dans les temps, qui gardent les factures. La probabilité de tomber sur un exemplaire bien suivi est donc statistiquement plus élevée que sur un Qashqai ou un Yeti. C'est un biais de sélection qui joue en votre faveur. Maintenant, je veux qu'on prenne du recul sur ces trois véhicules et qu'on parle de la philosophie globale de l'achat malin. Parce que l'intelligence de ces choix ne réside pas seulement dans les qualités intrinsèques de chaque modèle. Elle réside dans ce qu'ils représentent collectivement face au système que l'industrie automobile essaie de vous imposer. Le leasing, la LOA, la LLD, peu importe l'acronyme derrière lequel on le déguise, c'est le même piège. Vous payez chaque mois pour utiliser quelque chose qui ne vous appartient pas, avec des contraintes de kilométrage, avec l'obligation de rendre le véhicule dans un état irréprochable sous peine de pénalité, avec un apport initial qui part en fumée si vous résiliez avant terme, et avec un loyer qui inclut un taux d'intérêt que personne ne vous annonce clairement. Un SUV compact en LOA aujourd'hui, on parle de 300 à 450 euros par mois sur 48 mois, avec un apport de 2 000 à 4 000 euros, et un kilométrage limité à 15 000 km par an. Faisons le calcul. Sur 4 ans, vous aurez versé entre 14 400 et 21 600 euros de loyer, plus 2 000 à 4 000 euros d'apport, soit un total de 16 400 à 25 600 euros, pour un véhicule qui ne vous appartient pas, qui se sera déprécié de 40 à 50% pendant que vous le conduisiez, et dont la valeur résiduelle enrichira la société de leasing, pas vous. Avec ce même budget, regardez ce que vous pouvez faire. Acheter un Nissan Qashqai à 6 000 euros cash, mettre de côté 2 000 euros pour l'entretien sur 4 ans, et il vous reste 8 400 euros minimum dans la poche. Ou acheter un Skoda Yeti à 8 000 euros, provisionner 2 500 euros pour l'entretien et les imprévus, et garder 6 000 euros d'économie. Ou encore, acheter un Mazda CX-5 à 12 000 euros, prévoir 2 000 euros de maintenance, et économiser quand même 2 400 euros par rapport au scénario LOA le moins cher. Et dans les 3 cas, à la fin des 4 ans, vous possédez un véhicule qui a encore de la valeur, que vous pouvez revendre, donner à vos enfants ou continuer à utiliser pendant encore 5, 10, 15 ans. Cet argent économisé, c'est la vraie liberté. C'est un voyage en famille. C'est un apport pour un projet immobilier. C'est une épargne de précaution qui vous permet de dormir tranquille. C'est tout sauf des intérêts bancaires
qui enrichissent un système conçu pour vous maintenir dans un cycle d'endettement permanent. Le leasing, c'est la taxe de ceux qui veulent paraître. L'achat d'occasion intelligent, c'est le choix de ceux qui veulent être. Il y a un dernier point que je veux aborder, et c'est peut-être le plus important de toute cette vidéo. Le contrôle technique. En France, le contrôle technique est obligatoire tous les 2 ans pour les véhicules de plus de 4 ans. Et depuis 2018, les critères se sont considérablement durcis, notamment sur les émissions polluantes des diesels. Durcissement a eu un effet de panique sur le marché de l'occasion diesel. Des propriétaires de véhicules parfaitement sains mécaniquement se retrouvent recalés au contrôle technique pour une opacité des fumées légèrement au-dessus du seuil, souvent à cause d'un filtre à particules qui aurait simplement besoin d'une régénération forcée ou d'un nettoyage. La facture pour résoudre ce problème ? Entre 100 et 400 € selon l'intervention nécessaire. Mais dans la tête du propriétaire, c'est la catastrophe. Il imagine des milliers d'euros de réparation, il voit les gros titres sur l'interdiction des diesels, il se convainc que sa voiture ne vaut plus rien, et il la met en vente à un prix sacrifié. Pour vous, acheteur averti, c'est une mine d'or. Vous identifiez un Qashqai ou un Yeti diesel qui a été recalé au contrôle technique pour un défaut d'émission mineur. Vous négociez le prix en conséquence, facilement 500 à 1000 € de moins. Vous faites réaliser l'intervention nécessaire pour 200 à 400 €. Vous repassez le contrôle technique pour 75 €. Et vous roulez pendant des années avec un véhicule qui vous aura coûté la moitié de sa valeur réelle. C'est de l'arbitrage pur. Exactement le même mécanisme que celui qui permet aux investisseurs malins de racheter des actifs sous-évalués quand le marché panique. Résumons ce qu'on vient de voir. Le Nissan Qashqai première génération, le pionnier du segment, avec son 1,5 DCI increvable et son prix plancher qui fait de lui l'entrée en matière idéale pour quelqu'un qui veut un SUV fiable sans se ruiner. Le Skoda Yeti, le vilain petit canard du marché dont la mécanique Volkswagen, l'habitabilité déraisonnable et le prix ridiculement bas en font probablement le meilleur rapport qualité-prix-volume-fiabilité de toute l'occasion française. Et le Mazda CX-5, le samouraï discret, dont les moteurs Skyactiv sans turbo offrent une longévité que les constructeurs européens ne peuvent même pas rêver d'égaler, le tout enveloppé dans un agrément de conduite qui ferait rougir des véhicules 2 fois plus chers. 3 SUV, 3 philosophies, un point commun. Le marché les boude et le marché a tort. La fenêtre est ouverte, les prix baissent, les stocks sont là, les vendeurs sont motivés. Vous avez les clés, au sens propre comme au figuré. À vous de tourner la poignée. Pour ceux qui ont regardé jusqu'ici, vous faites partie des gens qui prennent le temps de s'informer avant d'agir. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre un achat qu'on regrette et un achat dont on est fier pendant 10 ans. La prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran, c'est un sujet que vous n'avez jamais vu traité de cette façon. Et je vous garantis que ça va changer votre vision de l'automobile. On se retrouve de l'autre côté.